Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens. Le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers. Alors si on partait à leur rencontre ? Dans cet épisode, je reçois Fabrice, qui est accompagnant sexuel pour les personnes en situation de handicap. Alors juste un petit rappel, il s'agit de la seconde partie de l'interview, donc je ne peux que vous inviter à écouter d'abord la première partie pour avoir une vision complète de son métier. Si c'est le cas, alors je vous souhaite une très très bonne écoute. Et n'oubliez pas, si l'épisode vous plaît, de laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast et de le partager à votre entourage. Allez, c'est parti! Et selon toi, en fait, après l'accompagnement, en fait, qu'est-ce que ça leur apporte et qu'est-ce que cela change pour eux ? Qu'est-ce qu'ils te disent en retour, en fait ? Ce ne sont que des retours positifs, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. J'ai failli arrêter dès le début, mais quand j'ai vu le retour et que la personne me rappelait « Mais non, ce que tu as fait, c'est génial, tu ne peux pas savoir à quel point je me sens mieux ». Bon, ok, j'y retourne. Et puis effectivement, à chaque fois, c'est la même chose. Et jusqu'aux femmes qui, après une seule séance, j'ai eu le cas cette année, au mois de septembre dernier, d'une femme qui a une sclérose en plaques depuis la naissance de sa 3e fille. Son mari est resté avec elle pendant 10 ans, après la naissance de sa 3e fille et malgré la sclérose. Et là, depuis 3 ans, il est parti, tout en restant présent quand même, sans l'abandonner complètement. Mais en tout cas, il a rencontré une autre femme, il a une vie assez affective et sexuelle ailleurs. Donc, il reste présent sur le plan matériel et sur le plan amical. Donc ça, elle s'en plaint pas. Mais sur le plan affectif et sexuel, il n'y a plus rien. Et donc, ça fait 3 ans qu'elle cherche à rencontrer des hommes sur Internet parce que c'est une femme, quand on la voit comme ça, ok, elle est en fauteuil, mais ça se voit pas. Elle est physiquement, elle est belle en plus, elle est intelligente, elle est hyper active, elle fait plein de trucs. Elle a quand même élevé ses 3 gamines, donc c'est quand même pas rien. Et c'est une nana super intéressante. Donc, elle rencontre des hommes toutes les semaines. Depuis 3 ans, toutes les semaines, elle a au moins un rencard par semaine. Seulement, il n'y en a pas un seul qui a voulu aller plus loin. Pas un seul. Vous imaginez, en 3 ans. Ça paraît dingue quand même. Même moi, je suis surpris. Parce que, moi, j'ai rencontré des femmes dans des situations de handicap bien plus lourdes où elles trouvaient quand même des mecs qui avaient envie d'aller plus loin. Mais bon. Donc, elle finit par essayer de trouver des solutions. Elle entend parler de nous, elle nous contacte. Bref, on se rencontre. On passe une soirée en plus géniale. C'est une fille qui a plein d'humour. Enfin, on passe un super moment. La rencontre physique se passe. Le lendemain, je pars. Donc, le temps passe. 15 jours après, elle me rappelle, parce que j'aime bien quand même prendre des nouvelles. Je ne sais pas si c'est moi qui lui ai envoyé un message pour savoir comment ça allait ou si c'est elle. Donc, elle me dit, Fabrice, je ne sais pas ce qui s'est passé. Depuis que tu es parti, j'ai rencontré 2 mecs et j'ai fait 2 fois l'amour avec 2 mecs différents. Ouais, c'est ça qui m'intéressait. C'était de comprendre, en fait, à quel point l'accompagnement sexuel que vous faites le bénéfice qu'elles en retirent va bien plus loin que le simple plaisir le jour J, quoi. Et je pense que c'est encore plus fort chez les femmes. Il y a beaucoup moins de demandes féminines, mais le résultat est beaucoup plus spectaculaire. Alors aussi, mes collègues féminines avec les hommes pourront vous raconter des choses similaires, mais c'est beaucoup moins le cas. C'est vrai que les hommes qui font appel à nos services, ils ont tout essayé, ils galèrent énormément, et malgré les accompagnements, même s'ils retrouvent de la confiance, ça c'est sûr, hein, pour eux, ils vont retrouver de la confiance, ils vont retrouver leur position d'homme, mais c'est pas pour autant qu'ils vont retrouver une femme. Ça, il faut quand même être honnête, hein, et c'est pour ça qu'ils vont continuer à avoir des accompagnements, parce que bien sûr, ça leur aura fait un bien fou, mais ça suffit pas. Au bout d'un certain temps, ils ont envie de connexion. Alors que les femmes, je vous dis, sur toutes les femmes que j'ai accompagnées, il n'y en a qu'une aujourd'hui que je continue à voir parce qu'elle est dans une situation très particulière. Tu vois, en fait, quand je regardais des vidéos d'interviews pour préparer notre épisode, tu vois, ce qui m'a frappé, en fait, c'est plusieurs choses dans le retour que les personnes pouvaient faire, en fait. C'était effectivement, que les personnes, elles pouvaient se reconnecter à leur corps. Donc, c'est un peu le parallèle avec ce que tu racontais sur la première personne que tu as massée, dont tu as massé le bras. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Et là où je vois vachement de similitudes, j'ai fait un épisode avec Laurence qui a eu un cancer et qui est devenue tatoueuse, tu sais, d'aréoles mammaires, des femmes qui ont subi une mastectomie. Et en fait, elle expliquait que cet acte leur permettait en fait à toutes ces femmes qu'elle accompagne aussi de se reconnecter à leur corps et surtout de redonner, de nouveau aimer leur corps, parce que c'était un corps qui avait été
D'abord, tu n'as plus d'intimité. Quand tu as un handicap, tu es souvent à l'hôpital. On regarde ton corps, c'est un corps médical. C'est plus du tout un corps de plaisir. C'est un corps de souffrance aussi. Et en fait, je vois beaucoup de parallèles avec cet épisode-là parce que je pense que tout ce que vous faites aussi, c'est une façon de redonner un autre sens au corps, qui est celui qu'on connaît tous, nous, naturellement, qui est celui du plaisir, en fait. Et ça, je trouvais ça super. Enfin, on ne le connaît pas tous, naturellement, hein, d'ailleurs. Je reviens là-dessus parce que quand je vois le nombre de valides qui viennent chez moi parce que justement, ils sont déconnectés de leur corps, ils ont beau avoir un corps magnifique. J'ai rencontré des femmes en situation de handicap lourd, avoir plus d'énergie sexuelle que des femmes magnifiques avec des corps parfaits et qui n'avaient aucun souci. Ouais. Donc, non, t'as raison. le rapport au corps, oui, c'est très intéressant et ça m'a beaucoup surpris. C'était très présomptueux, ce que j'ai dit. Mais, Oui. et je ne m'associais pas à cette phrase particulièrement, attention. Oui. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que c'était intéressant. Il y a un autre truc, en fait, qui m'a vachement marqué dans les témoignages, c'est qu'en fait, elles expliquaient qu'au-delà de l'acte, en fait, ce qui était super agréable, c'était ne serait-ce que, tu vois, d'avoir un rapport social, en fait, d'avoir une compagnie, de discuter. Et là, je me suis rendu compte, en fait, à quel point, bon, j'enfonce une porte ouverte, mais à quel point ils subissaient quand même un isolement, en fait, social. C'est-à-dire que ça va bien au-delà que de la drague ou de séduire, en fait. Ça va bien au-delà. C'est juste qu'en fait, c'est des gens qui sont aussi globalement seuls. C'est pour ça que dans les rencontres féminines, chose que mes collègues ne font pas, enfin, elles l'ont peut-être déjà fait, bien sûr, mais c'est très rare. Moi, c'est pratiquement systématique. On va d'abord au restaurant. Ouais. On se rencontre, elle vient me chercher à la gare, on va au restaurant, on vit la rencontre comme une vraie rencontre sur Internet. Et j'ai beaucoup de plaisir, surtout qu'en plus, quand ils sont en fauteuil, on nous place surtout au milieu, enfin, on nous voit bien. Donc, du coup, je prends beaucoup de plaisir à la toucher, à lui faire des bisous, à être vraiment dans une complicité. Et je vois dans les yeux, dans l'émotion, c'est un truc fantastique. Rien que ça, déjà, c'est gagné. Tu m'étonnes. Ça leur fait un bien fou. Et après, de partir ensemble et de passer la nuit ensemble, parce que souvent, les femmes, elles demandent à passer la nuit avec, chose que mes collègues ne font pas non plus. C'est vraiment particulier, c'est deux univers différents, les hommes et les femmes. Et c'est souvent le cas que les femmes, elles ont envie que je reste. Bon, ce qui n'est pas toujours facile au niveau de l'intendance, parce que c'est compliqué à gérer. Mais n'empêche qu'il y a ce besoin de sentir l'homme près d'elle, le soir, la nuit, se réveiller le lendemain, il est encore là. Qu'on refasse amour ou pas, d'ailleurs, c'est pas important, en fait. C'est juste la présence, les câlins, les bisous. Et là, elles partent sur un petit nuage. Il y a juste une dernière réaction, moi, une réflexion, en fait, en regardant tous vos reportages. C'est que je me suis dit qu'au-delà même de tout ça, en fait, au-delà du fait du rapport social, du rapport au fait de se reconnecter à son corps, en fait, moi, il y a un truc qui m'a frappée, en fait, c'est que finalement, en fait, ce que vous offrez aussi, plus globalement à ces personnes-là, vous permettez de reconnaître officiellement qu'ils ont autant de besoins que des personnes en situation valide, quoi. Voire plus. En plus, souvent, c'est la seule chose qui fonctionne chez eux. Le cerveau et le sexe. Et ils ont souvent une énergie sexuelle débordante qui les étouffe. C'est encore pire. Il y a beaucoup de personnes valides au quotidien qui n'ont pas de libido, qui n'ont pas de désir, qui sont à fond métro, boulot, dodo, qui ne se posent pas de questions et qui n'ont pas de besoin. Et eux, souvent, c'est tout le contraire. Ils n'ont que ça, entre guillemets, être à l'écoute d'eux-mêmes. Ouais. Et ces pulsions et ces désirs sont là. Et c'est énorme. C'est beaucoup plus violent encore. C'est hallucinant. Je ne savais pas à ce point-là. J'ai découvert vraiment un univers que je ne connaissais pas. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et puis, je pense qu'ils ont aussi peut-être un peu plus conscience que nous de la fugacité de la vie, quoi. Que ça passe, qu'elle peut être en danger. Donc, je pense qu'ils sont plus à même de se dire qu'il faut profiter, quoi. Ouais. Exactement. Ils veulent vraiment profiter de chaque instant et de se nourrir. Le moindre plaisir qu'ils vont pouvoir en retirer, ça va avoir des conséquences beaucoup plus qu'un couple entre guillemets classique qui va faire l'amour une fois de temps en temps pour l'hygiène et qui se rend même pas compte. Enfin, que voilà, ça n'a aucun intérêt. Alors que eux, chaque acte, chaque caresse, chaque détail de l'échange. D'ailleurs, elles me disent, les femmes que je vois, parce que je les vois pas toutes les semaines, au plus proche, c'est une fois par mois, mais ça a été rarement ça. C'est plutôt une fois par trimestre. Et ben les sensations et le plaisir qu'elles auront tiré va durer des semaines et des semaines. Et le fait d'y penser, se reconnecter, va les aider. Ouais. Alors que combien de couples se souviennent de ce qu'ils ont fait la veille avec leur mari, entre guillemets. Donc, c'est ça. Bon, tu parlais tout à l'heure de cette femme tétraplégique. En fait, moi, j'aimerais bien essayer de comprendre aussi, en fait, le rapport que tu as parfois avec des corps, en fait, qui peuvent être déformés, qui peuvent avoir subi des traumatismes, enfin, qui portent des stigmates.
Comment tu gères ton propre désir, en fait, face à ces corps-là et que se passe-t-il c'est tout bête, mais c'est un blocage. Enfin, je veux dire, si le désir ne vient pas, tu fais comment? Parce que ces personnes-là, tu vois, elles ont vachement d'attentes. T'imagines comme ça doit être vexant si une personne qui arrive en disant « je suis accompagnant sexuel » et même cette personne-là, bah, elle n'arrive pas à avoir du désir. C'est compliqué à vivre, non? C'est compliqué et c'est terrible. Et ça faisait partie de mes peurs au départ. Et ma toute première expérience, justement, j'étais hyper angoissé parce que dans notre discours, c'est bien clair au téléphone, on a une obligation de moyens, mais pas de résultats. C'est-à-dire qu'on va faire tout ce qu'on peut, mais si ça marche pas, moi, je me drogue pas, je prends pas de pilule. Ouais. Et ça, c'est hors de question. Je sais qu'il y en a qui le font. Hein, chacun fait comme il peut. Mais moi, je veux pas. En plus, j'ai une hygiène de vie stricte sur pas mal de choses, surtout. Donc, à ce niveau-là, je veux être totalement naturel et sincère. Donc, ça, c'est mon discours au téléphone. Et la personne le sait. Elle sait qu'effectivement, il y a ce risque que peut-être il n'y aura pas de désir physique. Donc, ça faisait partie de mes hantises, ça c'est sûr. Et je l'ai de moins en moins parce que jusque-là, ça ne s'est jamais produit. Malgré que moi-même, effectivement, je vais être honnête, je ne fantasme pas sur les corps que j'accompagne. Sur des corps qui ne me donnent aucune excitation, je vais me brancher complètement sur autre chose. Déjà sur les yeux, sur l'âme de la personne, sur le désir, sur la beauté intérieure, ça c'est clair. Et surtout, j'ai une arme redoutable, ce sont les mains. À partir du moment où je pose mes mains sur un corps qui a vraiment du désir, qui a une énergie sexuelle qui circule, et les femmes qui font appel à moi, elles en ont du désir, hein, je peux vous dire, depuis longtemps, donc ça déborde. Et bien cette énergie, je la sens dans mes mains. Leur énergie sexuelle va faire monter la mienne. Et ça, c'est fantastique. Ça va se déclencher tout seul, naturellement, parce que leur désir va faire monter le mien. Et ça, il faut avoir cette sensibilité-là, ça c'est clair. Alors, d'un point de vue personnel, j'ai plusieurs petites questions. J'aimerais bien d'abord savoir comment tu gères la distance, toi, avec ces personnes. Je ne parle pas de eux vis-à-vis de toi, c'est de toi vis-à-vis de ces personnes. Donc effectivement, vis-à-vis des femmes, pour l'instant, je ne suis jamais tombé amoureux des femmes que j'ai accompagnées, même si dans l'acte en lui-même, je peux sentir des émotions sincères d'attachement, d'amour sur l'instant et d'émotions presque amoureuses, ça c'est clair, parce que je le vis pleinement et je ne veux pas me couper de mes sensations. Mais une fois que c'est terminé et que je pars, je reprends facilement mon corps, ma vie et mon détachement. Maintenant, peut-être que je pourrais tomber aussi amoureux et voir ce que ça va me faire un jour, c'est possible. Mais même si je tombe amoureux, ce que je ne m'empêche pas, je ne m'empêche absolument pas de sentir cette émotion d'amour parce que je trouve ça magnifique et ça donne une autre dimension, je saurais le gérer. Par contre, on se concentre énormément sur l'attachement de l'autre et comment on va gérer s'il y a un attachement qui se crée. Parce que forcément, ça arrive. Je dirais même que c'est presque tout le temps arrivé. Mais on en a beaucoup parlé avant, on en parle pendant, on en parle après. C'est pour ça que je reste toujours présent après qu'on se soit rencontrés pour savoir comment ça va, justement, sur ce plan-là. Et alors, celles qui, tout de suite après m'avoir vu, rencontrent quelqu'un et vivent autre chose, bon, bah là, terminé, il n'y a pas d'attachement et c'est génial. Et celles où ce n'est pas le cas, parce que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, eh ben, on va en discuter. Et je vais rester présent. Si elle a besoin de me parler, de m'appeler, tout ça, il n'y a pas de problème, je resterai présent. Donc, ça se gère au cas par cas. Le seul cas difficile que j'ai eu, c'est une femme que j'ai accompagnée comme ça pendant plus de 2 ans, où vraiment, elle était vraiment amoureuse. Puis elle l'exprime, elle a témoigné avec moi à visage découvert dans une émission, et c'est touchant, c'est magnifique. Et je voulais pas, je voulais pas arrêter pour ça, parce que je sentais que ça aurait été un drame dans sa vie et ça aurait été trop compliqué à digérer. Et puis, voyez, j'ai fait confiance au temps. Et puis le temps a fait qu'il y a un homme qui s'occupe d'elle aujourd'hui. Et du coup, c'est génial. On a gardé ce lien, on s'appelle de temps en temps. Et elle n'a plus besoin de moi. J'ai entendu le reportage de cette... elle semblait être une jeune femme, en tout cas, parce que sa voix était assez jeune. C'était sur la radio. Et j'ai trouvé son témoignage vachement beau parce qu'elle expliquait que tu avais été toujours sincère et clair, mais que tu l'avais fait avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur dans cette gestion de la distance. Ouais, c'est la base. Ouais. Hein. Qu'est-ce que toutes ces rencontres t'ont appris à toi sur ton propre désir et peut-être même sur ton propre corps? Ah ben c'est clair que j'ai complètement... déjà, dans ma propre existence, j'ai plus le droit de me plaindre. Ça, je me fous des baffes quand je me plains, parce que quand je vois le parcours, la vie impersonnelle de ces femmes que j'accompagne, c'est hallucinant. Je ne sais pas comment elles ont fait pour passer à travers tout ça et être encore vivantes aujourd'hui, avoir le sourire, ne jamais se plaindre. C'est une leçon de vie. Je peux vous dire que là, vous en prenez plein la tronche. Donc ça, pour moi, c'est la plus grosse expérience que j'ai eue et qui m'a vraiment qui m'a bien sonné. Et puis, mon rapport au corps est encore plus comme je vous disais tout à l'heure, même dans ma démarche avec des valides,
Je suis encore plus à l'écoute de l'invisible, de l'intimité intérieure et de pas me focaliser sur le corps. Parce que je vois justement, j'ai encore le cas d'une femme il n'y a pas longtemps qui avait un corps magnifique, mais qui était mort, vraiment mort. Et pourtant, elle était vivante, hein, elle était même plus que vivante, mais ça n'empêche qu'au niveau de son énergie sexuelle, ça ne circulait pas du tout, c'était bloqué de partout, c'était horrible. Et donc là, il y a un sacré travail. C'est bien plus dur avec une personne comme ça qu'avec une femme en situation de handicap, hein, je peux vous dire. Hein. C'est vraiment plus compliqué. Ça va prendre des mois et des mois de travail pour pouvoir reconnecter tout ça, quoi. Alors que les femmes en situation de handicap, ça fonctionne souvent. Ça se déclenche tout de suite. C'est ce que tu disais, elles sont vachement plus à l'écoute, quoi. Ouais. Alors, et c'est fantastique. Fabrice, tu as fait le choix en fait d'être visible dans les médias et j'aimerais bien savoir pourquoi tu as fait ce choix, parce qu'il n'est pas forcément évident. Ouais. J'ai pas fait le choix au départ, hein. C'est juste que ça s'est fait tout seul parce qu'à la toute première formation en 2015, il y a les médias de partout qui ont débarqué à cause du problème qu'on avait eu avec l'hôtel. Et comme il y avait 80% de travailleurs du sexe présents et d'autres qui n'étaient pas forcément de ce milieu, mais qui n'avaient pas du tout envie d'apparaître, on s'est retrouvés 2 à accepter de témoigner à visage découvert. Donc, moi, ça ne me dérangeait pas parce que déjà, j'assume complètement ce que je fais et j'ai toujours assumé tout ce que je fais dans ma vie. Donc, ça s'est fait comme ça. Et puis, au fur et à mesure, quand on posait des questions, est-ce que Fabrice, tu veux bien répondre? Est-ce que Fabrice, tu veux bien répondre? Et puis, voilà. Et c'est vrai que c'est dommage. J'ai eu quelques collègues qui sont intervenus, mais mine de rien, le collègue masculin qui est intervenu avec sa compagne, ils ont eu des soucis avec leur emploi. Ils ne peuvent plus témoigner aujourd'hui parce qu'on leur a cassé du sucre. Enfin, on leur a vraiment posé des problèmes, quoi. Et t'as pas eu de soucis, toi? Donc, tu semblais assumer parfaitement tes choix vis-à-vis de ton entourage. Mais quelles ont été les réactions, en fait, de cercles plus ou moins larges, hein? Parents, tes voisins, Tous les gens qui me connaissent, j'ai toujours été un peu à part dans ma façon de fonctionner. Hein. Mon parcours, je vous ai expliqué un peu mon origine. Donc, ça surprenait personne de mon entourage que je m'implique encore plus dans cette démarche de l'humain, de toute façon. Il n'y a que mon père qui a fallu que je rassure un peu et que je lui explique bien l'esprit. Maintenant, il a compris et tout va bien. Donc, je n'ai que des retours positifs. Et toutes les critiques, parce qu'il y en a, parce que comme je passe dans différents médias, tout ça, il y a plein de critiques, je ne les regarde pas. Je m'en fous complètement, parce que ça ne m'atteint pas. Ça n'a aucun intérêt, la critique. Moi, je dis juste aux gens, qu'est-ce que vous proposez à ma place? C'est la seule réponse que j'ai aux détracteurs à leur dire. Qu'est-ce que vous leur proposez? Concrètement, pas des mots et des théories. Non. Concrètement, vous êtes face à une femme là qui est là depuis des années, qui souffre, qui a une énergie sexuelle qui est là, qui demande qu'à s'exprimer. Qu'est-ce que vous proposez à ces femmes-là et à ces hommes aussi, hein, qui sont, à part de regarder de l'autre côté, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, tu fais partie d'une association. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement quelle est la mission de cette association? Qu'est-ce qu'elle apporte? Donc, j'ai compris la formation, entre autres, mais je pense aussi qu'il y a l'évangélisation et la médiatisation aussi. Oui, on est vraiment dans une démarche militante politique, même pour moi, parce qu'on veut faire bouger les lignes. D'ailleurs, j'ai rencontré Sophie Cluzel il y a moins d'un mois, qui est une femme formidable que je ne connaissais pas, qui a une super ouverture d'esprit, qui est vraiment dans la même dynamique que nous, qui a vraiment envie que l'accompagnement soit reconnu et en plus, elle veut même que ce soit reconnu pour les valides. Donc là, ça m'a énormément surpris. Elle a un discours qui m'a beaucoup touché. On a eu un super échange, on a échangé nos coordonnées et peut-être qu'on travaillera ensemble, enfin, on va voir. En tout cas, c'est ça. La PAS existe pour ça, pour faire bouger les lignes, pour que c'est pas un métier, l'accompagnement, c'est une pratique au sein d'un métier, hein, qui peut être, tout le monde, entre guillemets, peut le pratiquer si on s'en sent capable. Et parce qu'on ne peut pas faire ça tous les jours. Je veux dire, même moi, même les accompagnantes qui sont travailleuses du sexe à temps plein, elles ne font pas d'accompagnement à des personnes de 60 handicap tous les jours. Émotionnellement, c'est pas possible, c'est trop lourd, ça prend beaucoup trop d'énergie. Il faut le faire, voilà. Déjà une fois par semaine pour certains, c'est déjà énorme. En moyenne, c'est plutôt une fois par mois. Hein. Et puis pour les femmes, moi, c'est une fois par trimestre. Donc, mais même pour les valides, hein, c'est quand même assez lourd. Faut vraiment être capable de se détacher pleinement de ces gens. Moi, quand je fais un vrai accompagnement sexuel avec des valides à mon cabinet, j'en fais qu'un dans ma journée. J'en fais pas d'autres. Je peux faire des massages à côté, c'est sûr. Mais un accompagnement complet, si ça nécessite un acte complet, je ne peux pas mélanger mon énergie avec plus d'une personne dans la journée. Il faut savoir s'économiser, s'écouter, ne pas se disperser, ne pas... Et c'est ça l'avantage de mon âge aujourd'hui, c'est que j'aurais fait ça il y a 30 ans, je me serais certainement dispersé,
et j'aurais pas géré ça aussi sereinement que je le fais aujourd'hui. Alors justement, c'était les questions que je voulais te poser sur, tu parles de l'âge, mais je sais qu'on en avait parlé quand on s'était eu au téléphone auparavant, sur un peu des, comment on peut dire, des règles ou des lois même spécifiques pour encadrer en fait, ou des garde-fous, tu vois, pour s'assurer que les personnes qui vont exercer cette pratique d'accompagnement sexuel vont le faire en toute bienveillance, pas profiter d'une situation de vulnérabilité, voilà. D'où la sélection. La sélection est enfin je pense, hein, même si Gilles et Marcel, qui ont fait de la sélection avant, le faisaient certainement très bien, ils faisaient ce qu'ils pouvaient aussi, mais ça n'empêche que nous, aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus strict et on parle à 3 ou 4 avec la personne, on lui parle pendant plus d'une heure et on va vraiment poser plein de questions sur l'intimité, il faut qu'il soit capable de nous répondre spontanément, sincèrement, et on va le sentir. On a l'habitude, on est très intuitif, moi j'ai beaucoup l'habitude maintenant avec mon job, et on va sentir très rapidement si la personne, il y a un truc qui a une faille. Et si à la moindre faille, on ne va pas la juger du tout, on va juste lui dire, reposez-vous la question et recontactez-nous l'année prochaine. Voilà, ça va. Les gens qu'on prend cette année, au niveau en tout cas théorique de l'audition qu'on a eue, on est 100% sûr, tous les 4, que la personne rentre vraiment dans les critères. Tu parlais d'ailleurs d'un minimum d'âge, par exemple, qui était raisonnable en fait par ceux. Alors effectivement, on pense qu'il faut au moins avoir 35 ans pour pouvoir exercer, mais là, on a recruté 2 femmes qui ont moins de 35 ans parce qu'elles sont déjà dans le travail du sexe, elles sont déjà au contact des handicapés, donc elles sont vraiment elles sont déjà accompagnantes en fait, sans qu'elles aient l'étiquette, sans qu'elles aient la formation, mais elles le font Mais déjà. Donc, dans des cas ce critère d'âge, en fait, c'est aussi une façon d'aller chercher des gens qui ont une certaine maturité, quoi, j'imagine. Ah, mais c'est indispensable. Maturité avec elle-même et affective, et surtout au niveau du couple et de leur sexualité, parce que dans tous ceux qui nous ont abandonnés, chez les femmes, c'est 8 fois sur 10, c'est à cause du conjoint qui a accepté qu'elle fasse la formation, qui était derrière, mais qui n'avait aucune notion de ce que ça impliquait. Et le jour où elle va faire un accompagnement et qu'elle lui dit, bah oui, et il lui veut un peu poser des questions, même si normalement c'est confidentiel et qu'on n'a pas à en parler, mais si je comprends qu'un compagnon, un conjoint ait besoin de savoir ce qui s'est passé quand on est dans l'intimité. Il faut absolument que le couple soit à 200% en accord avec la pratique. Clairement. Et ça fait partie des critères de base qui n'étaient pas assez exigeants avant, parce que c'était difficile de recruter et que forcément, les moindres personnes qui voulaient faire la formation les acceptaient plus ou moins. Et le fait que vous médiatisez via l'association, justement, ça vous permet justement d'attirer peut-être plus de candidats potentiels. Là, on a au moins 60-70 personnes en attente qui voudraient faire la formation. Bon, c'est 80% d'hommes, alors qu'il nous faut 95% de femmes. Donc, vous imaginez le décalage. Bon, ça... Et autre question, est-ce qu'il y a quand je dis des garde-fous, est-ce que, tu sais, comme un peu en psychanalyse, il y a des superviseurs, tu vois. Est-ce que vous travaillez comme ça en binôme ou collectivement? Déjà, on est en groupe, complètement. On a un psy qui est là, qui est toujours présent. Si on a la moindre question au début, je me suis beaucoup appuyé sur lui, puis sur un autre qui est plus là, mais qui était super présent au départ. Et on est encore plus solidaires en ce moment. On a un groupe de parole entre nous. On peut se réunir s'il faut. Voilà, personne n'est laissé tout seul dans son coin. C'est pas possible, ça. Ça, c'est vraiment la base de la base. Il faut vraiment se sentir soutenu par le groupe. Le moindre souci, la moindre interrogation, le moindre problème, on nous appelle et il y a toujours quelqu'un de disponible pour échanger. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et on est beaucoup plus structuré aujourd'hui, quoi. Ça me paraissait hyper important de le souligner et d'en parler parce que pour montrer en fait que y a des garde-fous et qu'il y a des règles, il y a un cadre dans tout ça, quoi. Donc super. Écoute, avant de passer à la dernière partie de conclusion, je voudrais juste m'assurer que si tu as un message particulier que tu souhaites nous transmettre aujourd'hui, que tu n'aurais pas eu l'occasion là au travers des questions-réponses. Je sais pas. En tout cas, le message, c'est surtout qu'on modifie, mais je m'inquiète pas pour l'opinion publique parce que si on interroge les gens dans la rue, moi, je le vois là, j'ai participé au Napoléon à Arles le week-end dernier. C'est un organisme philanthropique qui réunit un peu l'élite des grandes entreprises de France pour parler d'un sujet. Ils choisissent un sujet différent à chaque fois. Là, c'était le sujet du plaisir, donc qui a été étudié sous toutes ses formes. Et moi, à la fin, je parlais de ma démarche avec une femme bébé, Malchior, là, qui est travailleuse du sexe. Il y avait Maïtena Biraben qui était là aussi pour parler de ces vidéos, de la production qu'elle a faite pour l'éducation sexuelle des enfants. C'était vraiment super intéressant. Et quand je vois donc toutes ces personnes qui ne me connaissaient absolument pas et comment elles ont été touchées par le message, elles sont venues me voir après le soir à la soirée de clôture pour me féliciter, pour me dire merci, je ne connaissais pas cette souffrance. Je ne m'inquiète pas pour le public, c'est juste les institutions. C'est les extrémistes religieux et autres féministes en tout genre
qui sont absolument obtus dans leur vision des choses, qui ne veulent même pas discuter, qui caricaturent tout. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, c'est à eux qu'il faut s'adresser en leur disant, mais ouvrez vos œillères, quoi. Allez voir sur le terrain, rencontrer des gens qui souffrent avant de juger et de cataloguer comme ça. Ne détournez pas le regard, quoi. Mais oui, non, mais c'est facile de critiquer sans qu'on sache vraiment. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont venues me voir à cette soirée en me disant, mais avant, j'en avais entendu parler et je trouvais ça vraiment bizarre et tout ça, mais là, maintenant, j'ai compris. Et on a besoin d'informations. Effectivement, on a besoin de médias qui en parlent de façon simple, transparente, honnête. Hein, tout n'est pas rose, c'est clair. Que c'est pas l'idéal. C'est sûr que dans l'idéal, j'aimerais que toutes ces femmes et ces hommes puissent séduire d'eux-mêmes, rencontrer et se fassent plaisir sans avoir besoin de payer pour ça. C'est une honte qu'on soit obligé de payer pour se faire plaisir. J'en suis tout à fait conscient et d'accord. Mais n'empêche que c'est la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à la réalité plutôt que d'avoir des grands idéaux philosophico-religieux? Écoute, si ça te va, je te propose de conclure par les petites questions pour finir de te présenter, en fait. Fabrice, est-ce que tu peux nous décrire ton métier Est-ce que tu peux nous décrire ton métier en une phrase? Aider les gens à se sentir mieux dans leur corps, dans leur tête, pour vivre avec plus de douceur. Est-ce que tu as une anecdote émouvante, drôle, enfin quelque chose qui t'a marqué dans l'exercice de ton métier? C'est vrai que chaque rencontre, il y a des anecdotes, c'est ça qui est fou. Et surtout, chaque rencontre est émouvante. Et c'est pour ça que je continue, parce que chaque rencontre, c'est quelqu'un qui vous remerciera toute sa vie. C'est ça qui est fantastique. C'est une reconnaissance, une puissance. Je ne vois pas quel métier peut apporter autant de satisfaction. Parce que là, c'est individu par individu, face à face. On ne peut pas tricher. On est dans l'honnêteté là, complète. Si on n'est pas honnête, ça ne marchera pas. Donc, c'est vraiment l'émotion que je retire à chaque rencontre qui me porte comme ça et qui me permet de continuer. Quand des fois, j'ai eu des doutes parce que ce n'était pas facile émotionnellement. Mais quand j'avais ce retour positif en me disant « mais si, reviens me voir parce que franchement, tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait du bien et que ça change ma vie. » Alors du coup, je pense que tu as répondu à la question suivante. Quelles sont tes joies et tes fiertés d'exercer cette activité? Effectivement, c'est ça. Okay. C'est le retour dans les yeux. Des fois, il n'y a même pas besoin de mots, quoi. Juste de voir la béatitude, le bonheur procuré. Pour moi, il n'y a pas d'autre satisfaction plus forte dans ma vie. Et à l'inverse, quelles sont les difficultés que tu rencontres? C'est la souffrance du parcours des femmes que je rencontre, que je prends en pleine gueule quand je rentre chez elles, souvent. C'est pour ça que de plus en plus, j'insiste pour aller à l'hôtel, pour être dans un endroit neutre, pour pas me laisser trop toucher par l'environnement. Parce que malheureusement, souvent, c'est des femmes qui vivent dans des conditions vraiment précaires, dans des appartements pas très luxueux, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs, et dans une énergie plombante, lourde, où on sent la maladie, Et moi, je suis hypersensible par tous mes sens. Donc, ça fait partie des difficultés que j'ai eues au départ et qui m'ont failli faire arrêter parce que vraiment, je mettais des jours et des jours à m'en remettre. Donc, aujourd'hui, j'insiste plus sur le fait d'aller à l'hôtel, dans un endroit neutre. Ça permet de voir la personne toute seule, voilà. Me couper un peu plus de sa vraie vie de quotidien, même si elle m'en parle et j'accueille, j'accueille absolument tout ce qu'elle a à me dire, mais c'est moins pesant au niveau des énergies parce que voilà, l'énergie du lieu est très importante. Et selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon accompagnant sexuel? Faut vraiment, vraiment aimer l'humain sous toutes ses formes, n'avoir aucun jugement, d'être capable aussi d'avoir envie de donner tout ce qu'on est à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui ne nous attire pas du tout, mais passer au-delà de ça, capable de vraiment de regarder la conscience de la personne, l'humain et l'âme de cette personne et lui dire « je vais t'aider à aller mieux ». Et donc, c'est vraiment une empathie à un point... je ne connais pas d'autre empathie aussi forte. Et donc, ça demande du travail. Ça se fait pas en quelques années. C'est vraiment et puis aussi, pouvoir vivre soi-même, pour pouvoir faire ça, il faut vivre dans un équilibre affectivo-sexuel aussi. Ça, c'est super important parce qu'on se nourrit tellement de tout ça qu'il ne faut pas que ce soit notre seule nourriture. Parce que sinon, ça va déséquilibrer vraiment le rapport. Pour pouvoir justement aller vivre ce genre de rencontres sereinement et pouvoir s'en détacher. Ça, c'est très important. Ça fait partie de nos sélections. Alors, tu me fais rire parce que à chaque fois, tu réponds à la question suivante, mais peut-être que tu vas la compléter, la réponse, parce que j'allais te demander quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut démarrer cette activité-là. S'interroger sur lui-même ou elle-même, à savoir si est-ce qu'elle a pleinement conscience de l'implication que ça va déclencher, parce que on avait beaucoup, moi le premier, beaucoup d'illusions sur aller sauver ces gens pauvres malheureux qui sont tristes dans leur vie, mais sans se poser vraiment la question de qu'est-ce que je vais rencontrer et qu'est-ce que ça va renvoyer chez moi, quoi.
Donc, il faut vraiment s'interroger sur soi-même. Déjà, avoir des contacts avec des personnes en situation de handicap, déjà, pour voir ce que ça fait, et s'imaginer faire l'amour avec. Être dans l'imagination, parce que l'imagination elle est aussi forte que la réalité, voire plus forte. Et donc, projeter physiquement, concrètement, sans tabou, sincèrement, voir un corps d'homme pour une femme et inversement, qui nous plaît absolument pas, mais se dire, je vais aller lui faire l'amour et lui donner un maximum de plaisir. Ça, c'est une épreuve intéressante. Et si on sent que ça ne va pas, il ne faut pas y aller. Bon, un autre conseil que tu as diffusé au cours de l'épisode, c'était aussi qu'il fallait valider dans ton équilibre global de vie personnelle, et notamment par rapport à des compagnons ou compagnes, le fait que l'un et l'autre puissent être tolérants face à cette activité-là, en fait, que tu peux être amené à pratiquer. Alors, autre question, plus globalement, en fait, à toutes les personnes qui sont en pleine quête d'orientation, de reconversion, et pas forcément pour ce métier-là, hein. Toi-même, dans ton propre parcours, en fait, quels sont les bons conseils que tu aurais envie de leur donner à toutes ces personnes qui réfléchissent beaucoup au sens qu'elles veulent donner à leur vie professionnelle? Je dirais qu'il ne faut pas trop réfléchir, mais être dans l'intuition. Il faut développer absolument son intuition, son sixième sens, être dans son intimité profonde, se mettre en état de méditation, s'intérioriser, ressentir qu'est-ce qui nous plaît vraiment sincèrement dans la vie, où je sens. Parce que moi, si je m'étais laissé influencer intellectuellement par tout ce que je prenais pendant toutes ces années, je ne serais jamais là où j'en suis aujourd'hui. J'ai toujours été concentré à l'intérieur de moi. J'ai dit, j'ai cette petite flamme, ce désir qui est là, et je sentais qu'un jour, il allait pouvoir s'exprimer, malgré tout ce qu'on me disait autour. Donc, il faut vraiment avoir une intime conviction, être sincère avec soi-même et se laisser porter. Et face à des décisions, je ne fais pas un choix intellectuel. Jamais je ne fais un choix intellectuel. Je fais un choix émotionnel et intuitif. Je ressens. Des fois, ça peut prendre du temps. Mais par contre, quand on prend la décision, boum, c'est une évidence. On ne peut plus revenir en arrière. C'est sûr, c'est juste et ça va bien se passer. Ouais, et puis du coup, tout est cohérent et tout est aligné, quoi. Tout est aligné, tout est cohérent. Donc, mais pour ça, il faut se connaître. Il faut être en introspection, être à l'écoute de soi. Donc, ça demande un travail d'intériorisation. Pas mal de boulot. Alors, et si on veut rentrer en contact avec toi, comment on fait ? J'ai mon site internet, lasourceestenvous.fr. Donc, La Source est en vous, qui est en fait le leitmotiv de ma démarche. En tant que thérapeute, j'essaye d'aider les gens à retrouver la source de bonheur qui est en eux. C'est vraiment ça, le cœur de mon métier, quoi. Et ça peut passer par une pratique sexuelle si c'est nécessaire. Mais pas que, bien sûr. J'ai pratiqué beaucoup plus d'accompagnement non sexuel que sexuel. Mais c'est vrai que l'intimité sexuelle, l'énergie sexuelle, qui est l'énergie de vie, qui est indispensable, si elle ne circule pas, des fois, il y a besoin de vraiment la booster pour la faire circuler. Ok. Puis il y a une autre manière de rentrer en contact, en tout cas c'est comme ça que je l'ai fait, moi c'est via l'APAS. Oui, via l'association APAS, bien sûr, forcément, ça c'est clair. Okay. Bon. Sinon, avec mon nom, de toute façon, il paraît que sur Internet, il y a des tonnes de trucs qui sont dits sur moi maintenant. Donc, je n'ai pas été voir. Mais... Oui, il y a pas mal d'interviews et d'épisodes, effectivement, enfin de vidéos. Écoute, un grand merci de t'être prêté à l'exercice ce matin. Et avant de se quitter, je t'avais expliqué, donc le rituel, c'est je vais te demander de passer le flambeau et de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Est-ce que tu as pu y réfléchir ? J'ai rencontré quelqu'un au Napoléon qui fait un métier fantastique que j'aurais voulu faire. C'est Olympe de G. Je ne sais pas si tu connais. C'est une réalisatrice, productrice de films porno, mais militant. Et ça, je trouve ça fantastique, quoi. C'est une femme extra que je ne connaissais pas du tout. Elle a un discours, une démarche que je trouve passionnante. Et si j'avais été une femme, j'aurais voulu être à sa place. Parce que je trouve ça génial d'aborder ce sujet comme elle le fait, avec son parcours qui est vraiment touchant. Aller découvrir comment elle traite le sujet, comment elle veut faire passer ses messages, c'est fantastique parce que ça va aider à la déculpabilisation et ça va aider l'humain à se réconcilier avec son corps, avec sa sexualité. Et c'est fantastique, c'est vraiment une démarche super intéressante. La vache, là tu me demandes vraiment d'ouvrir mes chakras. Et merci beaucoup Fabrice pour tout. Et puis je te dis à très vite. Ouais, à bientôt. Prends bien soin de toi. Salut. Ciao. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant passionné que moi. Pour rentrer en contact avec Fabrice, rien de plus simple, rendez-vous sur son site www.lasourceestenvous.fr ou via l'association APAS. Si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner la visibilité à ce super épisode, n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcasts. Et puis surtout, faites du bruit. Parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux, à votre voisin journaliste. Bref, aidez-nous à faire voyager le podcast, s'il vous plaît. À dimanche prochain pour la découverte d'un nouveau métier. Et d'ici là, je vous souhaite une très, très belle semaine à tous.